Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Dafresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très très bien. Alors, on va parler d'histoire. Oui, aujourd'hui, on va parler un peu d'histoire, mais pas d'un événement particulier, puisque le 14 octobre, c'est pas une date qui, pour le moment, dans l'histoire est liée à un grand événement. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de parler d'un personnage qui nous aura quittés il y a 65 ans aujourd'hui. Il s'agit de Jules Rimet. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, Jules Rimet est considéré comme celui qui a professionnalisé à l'échelle planétaire le football. Et c'est celui qui en a fixé les règles. C'est l'un des tout premiers présidents de la Fédération internationale de FIFA, de football association, donc la FIFA. Et c'est le premier qui aura organisé la toute première Coupe du Monde en 1930. Alors, il faut savoir que c'est quelqu'un qui est de nationalité française. C'est le contemporain de Pierre de Coubertin, dont il était le concurrent. Parce qu'il faut savoir que les deux hommes s'opposaient, notamment déjà sur plusieurs points en matière de sport. La première chose, c'est le fait que Pierre de Coubertin, les gens peut-être ne le savent pas, mais c'était quelqu'un qui n'était pas particulièrement chaud pour faire du sport quelque chose d'extrêmement populaire. Pierre de Coubertin, c'était pour, on dit, le mec des Jeux Olympiques. Celui qui a créé les Jeux Olympiques. Celui qui a dit l'essentiel, c'est de participer. Voilà. Donc lui, en réalité, c'était pas quelqu'un. Lui, d'abord, il est issu d'un milieu aristocratique, Pierre de Coubertin, et donc pour lui, évidemment, il est passionné de sport, comme Gilles Rimet, mais leur conception est que le sport, évidemment, le sport professionnel ne concerne pas les couches populaires. C'est pas pour les pauvres. Le sport professionnel, c'est pour les gens d'une certaine classe, en l'occurrence la classe aisée. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Pierre de Coubertin n'était pas pour que tous les sports soient considérés comme des sports olympiques. Attention, lui, il considérait qu'il y avait un certain nombre de sports qui étaient faits pour être des sports olympiques, en l'occurrence les sports qui étaient soit soutenus par l'aristocratie ou la haute société occidentale, donc française, et les sports qui étaient considérés comme des sports populaires ou les sports des pauvres n'avaient pas véritablement son assentiment. Et c'est la raison pour laquelle le football, lorsqu'il lance les premiers Jeux Olympiques, on ne trouve pas le football. Parce que Pierre de Coubertin considère que le football, c'est un sport de pauvres, c'est pas un sport véritablement noble, à l'opposé par exemple du rugby, qui était le sport qui était préféré par l'aristocratie française. Et donc là, il s'opposait avec Jules Rimet. Jules Rimet, lui, il avait plutôt une autre conception du sport, c'est que le sport doit être non pas un moyen de clivage sur le plan social, mais plutôt un moyen de rassembler les différentes couches sociales d'une même société, d'un même pays en l'occurrence, ou du monde entier. Et donc pour lui, le football était justement le sport qui, à ses yeux, présentait déjà tous les facteurs qui étaient capables de rassembler les gens, quelles que soient les couches auxquelles ils appartenaient. Et donc, lui, il va plutôt se focaliser sur le football, et donc il va, à l'opposé du rugby, lui, il va, en regardant ce qui se faisait déjà en Angleterre, parce qu'il faut bien comprendre qu'au début du XXe siècle, donc juste avant la Première Guerre mondiale, le sport était déjà professionnalisé en Angleterre. Ce n'était absolument pas le cas en France. Et par contre, lui, il va rapidement comprendre que, effectivement, pour que le football puisse devenir un sport qui puisse rassembler toutes les couches, il faut qu'il ait les moyens de fonctionner. Et pour qu'il ait les moyens de fonctionner, il faut le professionnaliser. Le professionnaliser va permettre d'attirer non seulement de plus en plus de sportifs, et aussi de l'autre côté, permettre justement à ce que les clubs aient les moyens de pouvoir financer ce sport en ayant des stades, en ayant un certain nombre de moyens qui puissent leur permettre de financer eux-mêmes leur club. Mais lui, il refuse que le rugby soit considéré, que le football, soit un peu dans son organisation et son fonctionnement semblable à ce qui se fait pour le rugby. Le rugby, à l'époque, était un sport, comme je l'ai dit, qui n'était pas professionnel, donc qui était réservé à une certaine classe sociale, et dont le financement était fait uniquement par les membres de cette haute société. Donc,
ça en faisait une espèce d'hybride. C'était pas professionnel sans vérité. C'était en fait une espèce de club. Des clubs où les gens de la haute société se retrouvaient autour de la passion sur un même objet, en l'occurrence le rugby. C'est comme ça que ça fonctionnait. Et donc lui ne voulait pas que le football soit quelque chose qui soit renfermé comme une espèce de club, mais plutôt quelque chose qui soit ouvert. Et donc lui il a opté non pas pour des clubs professionnels, mais plutôt pour des associations. C'est pour ça qu'on parle de Fédération internationale de football association. Pour lui, les clubs devaient être plutôt, les clubs de football, enfin les équipes de football devaient être structurées sous la forme d'association. Comme ça, une association n'a pas le droit de rejeter des gens. Une association prend des gens de n'importe quelles origines. Et donc lui, il va opter pour la création d'associations au sein du football. Et donc, il va aussi participer à, si tu veux en quelque sorte, à la professionnalisation du football dans le reste de l'Europe. Et surtout, il va être l'un des premiers à se battre à côté d'autres pour édicter les premières règles de football qui vont faire que, évidemment, on ait une normalisation du football avec des mêmes règles, avec des mêmes structures qui s'impliquent à tous. Et donc, pour lui, le point culminant, évidemment, de sa carrière sera de la création, après le professionnalisme au service de tous. Il va, à partir après la Première Guerre mondiale, se battre maintenant pour organiser une Coupe du Monde de football. Et il va tout faire pour que cette première Coupe du Monde ne se passe pas en Europe. Pourquoi ? Parce qu'il avait compris que s'il voulait véritablement faire du football le sport populaire par excellence, il fallait donc aller vers les pays où ce sport-là était justement pratiqué par les classes populaires. Et donc, il va opter pour l'Amérique du Sud où le sport était déjà très très populaire là-bas. Et donc, il va se battre pour obtenir la création d'une Coupe du Monde de football, et c'est ce qui va se passer en Uruguay en 1930, et là-bas, dans ce pays, à Montevideo, on va avoir la toute première Coupe du Monde de football. Il y avait combien des équipes ? Alors, à l'époque, il y avait à peu près une dizaine d'équipes, et comparativement aux autres sports, il faut savoir que jusqu'au début des années 30, les Noirs, par exemple, n'avaient pas accès au sport, notamment au sport professionnel. Et Jules Rimet va être l'un des premiers à se battre pour que toutes les classes raciales, toutes les races, puissent accéder au sport. Parce que pour lui, il le faisait parce qu'il estimait que le sport était quelque chose qui était rassembleur, qui était fédérateur. Et comme il considérait que la conception de Pierre de Coubertin, sur laquelle il était opposé justement sur la manière d'utiliser le sport, sur la manière de voir le sport, sur la manière d'organiser le sport, lui, il a décidé de faire un peu le contraire de ce que Pierre de Coubertin faisait. Et donc, lui, il va se battre pour obtenir l'entrée notamment des Noirs dans le football. Et justement, l'Uruguay en 1930 va être la première équipe au monde à intégrer des Noirs dans son équipe nationale. Et donc, à partir de là, il va évidemment continuer à diriger la FIFA et à se battre pour en faire du football un sport de plus en plus populaire. Et donc, il va rester jusqu'en 1946 à la tête de la FIFA. Puis il va décider de laisser la place parce que, évidemment, après 25 ans à la tête de la FIFA, il estimait qu'il avait suffisamment fait son œuvre. Et même en à partir de 1955-56, au moment de sa mort, il était même prévu au cours de cette année-là, en 1956, année de sa mort, il était même prévu de le proposer au prix Nobel comme détenteur du prix Nobel de la paix. Mais comme il est décédé quelques mois, il est mort en octobre, et les prix Nobel de la paix sont généralement décernés à l'époque, à partir de novembre et décembre, et donc ça va rendre caduque sa candidature. Mais c'est celui qui est considéré comme le père du football moderne, c'est lui qui va l'internationaliser, c'est lui qui va le structurer à l'échelle mondiale, et le point culminant de sa carrière aura été la création de la Coupe du Monde, qui est devenu au fil des années le deuxième événement sportif le plus suivi de la planète derrière les Jeux Olympiques. Mais la seule différence, c'est que si Jules Rimet aurait vécu jusqu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'il serait particulièrement fier de l'image que rejette le football aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que c'est un milieu qui brasse énormément d'argent. C'est vrai que c'est toujours un milieu rassembleur. Oui, c'est un milieu rassembleur sur ce point-là, mais c'est un milieu aussi dans lequel il y a énormément
d'argent. Il y a de grosses sommes d'argent qui sont jouées. Aujourd'hui, acheter un joueur à 60, 70, 80, 100 millions d'euros, c'est quelque chose qui ne choque plus. Mais c'est normal, la société a évolué. Il y a beaucoup plus d'éléments qui rentrent en compte dans la promotion du football. Ce que je veux dire, c'est que le football d'aujourd'hui est véritablement sur ce point-là aux antipodes de ce que Gilles Rimet aurait imaginé. Il n'aurait pas pensé, lorsqu'il avait participé avec Robert Guérin, par exemple, à la création de la FIFA et si tu veux, à l'organisation, à la structuration du football professionnel, je ne pense pas qu'il aurait imaginé qu'à peu près moins d'un siècle plus tard, on brasserait des sommes aussi importantes dans le football et que c'est le point sur lequel, évidemment, il serait très heureux aujourd'hui, c'est que lorsque l'on regarde la popularité, les sports individuels, les sports pris de manière individuelle, le football est de loin le sport le plus populaire à travers la planète. Et ça, on le doit en grande partie, grâce à Jules Rimet. Mais évidemment, l'autre côté sur lequel il n'aurait pas été particulièrement heureux, c'est de voir que derrière, il y a tout un business qui s'est mis en place et un business qui brasse plusieurs centaines de milliards selon que l'on compte en euros ou en une autre monnaie. Ça, par contre, c'est quelque chose à laquelle je suis sûr qu'il ne se serait pas attendu. Et pour lui, évidemment, il était opposé au modèle aristocratique, donc le modèle des riches. Et ça, je suis sûr que c'est quelque chose qui l'aurait un peu gêné. Merci Jean-Paul qui revenait donc sur le brin d'histoire ce matin sur les 104.5 René Rue. Tu avais une question à poser à Jean-Paul? Non, j'ai écouté. Bonjour Dafresh. Je vais juste dire que l'autre nom de la Coupe du Monde, c'est la Coupe Jules Rimet. Ah d'accord, c'est la Coupe Jules Rimet. Oui. Ok. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5 Urban FM, la station Urban. On est avec Jean-Paul pour le brin d'histoire. Restez connectés. On se retrouve juste derrière. Urban FM 104.5.